Le président de la République reçoit les lettres de créance du nouvel ambassadeur de l'État du Qatar. Le président de la République réceptionne un lot de camions-citernes au profit de la Société nationale d'assainissement. Le Conseil des ministres adopte un projet de loi portant code de l'hydrogène vert. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition. Mais avant de passer au développement de ces titres, ce message de félicitations du président de la République de Slovénie, Nataša Pirc Musar, au président de la République, président élu, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à l'occasion de sa réélection au premier tour le 29 juin 2024 à la présidence de la République. Le président slovaque écrit dans ce message: Votre Excellence, à l'occasion de votre réélection en tant que président de la République islamique de Mauritanie, permettez-moi de vous adresser mes sincères félicitations au nom des citoyens slovènes et en mon nom personnel et de vous souhaiter beaucoup de succès dans l'exercice de vos lourdes fonctions pour assurer la stabilité, la prospérité et le progrès de votre pays et de ses citoyens. Je vous souhaite sincèrement de développer davantage les relations amicales entre la Slovénie et la Mauritanie dans un esprit de compréhension et de respect mutuel. Je vous prie d'agréer l'expression de ma très haute considération, Nataša Pirc Musar. Je vous le disais dans les titres, le président de la République, président élu, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu aujourd'hui les lettres de créance du nouvel ambassadeur de l'État du Qatar, Shahin Ben Ali Khalvan El Bati El Kabi. En tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, le président de la République a ensuite accordé aux diplomates qataris un entretien en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salim Ould Merzouk. À l'issue de l'entrevue, l'ambassadeur du Qatar a fait une déclaration dans laquelle il a remercié le président de la République d'avoir reçu ces lettres de créance, indiquant que cet événement vient couronner les relations profondes entre les deux pays, soulignant que la nomination de l'ambassadeur de la Mauritanie au Qatar confirme l'effort de développement des relations bilatérales entre les deux pays. L'ambassadeur du Qatar a félicité le président de la République, président élu, pour la grande confiance que le peuple lui a accordée en le réalisant pour un second mandat. Je voulais mentionner également dans les titres, le président de la République a réceptionné ce soir un lot de camions et d'engins destinés à renforcer les capacités d'intervention de la Société nationale d'assainissement, ONAS, en termes de lutte contre les inondations, la réalisation des forages, l'assainissement de la voirie, en plus d'autres équipements et matériels hydrauliques. Le coût de cet investissement, 12 millions de dollars US, financé par la Banque mondiale. Récit Boukar Baylaba. L'hivernage reste une saison très propice aux pratiques agricoles et pastorales. Mais l'hivernage rime parfois avec des dégâts. Et à ce sujet, l'État est en train de prendre les devants. Pour ce faire, c'est tout un dispositif pour l'assainissement qui a été mis en place pour faire face à toute urgence. Et c'est le président de la République, président élu, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a supervisé la cérémonie de réception d'un ensemble de machines et équipements. Sur place, il a été édifié sur la nature de ces équipements, machines, matériel de pompage, véhicules et de la logistique, afin d'interagir avec promptitude et efficacité aux catastrophes et aux inondations provoquées par les changements climatiques. En d'autres termes, il a été édifié sur le rôle dans l'aspiration et le traitement des eaux de pluie dans le cadre des efforts du département de l'hydraulique et de l'assainissement pour faire face aux dégâts liés à l'hivernage. Le coût total du projet est de 12 millions de dollars, financé par la Banque mondiale à travers le projet employabilité des jeunes du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Ismail Abdel Fattah, a souligné l'importance de ce dispositif technique déployé pour répondre de manière rapide et optimale aux attentes des citoyens.
précisant la dimension stratégique de son projet en application des directives du président de la République pour l'amélioration de la santé publique et de la propreté de l'environnement, non seulement ici à Nouakchott, mais aussi dans les villes de l'intérieur. Justement, il a passé en revue les récentes interventions de l'Office national de l'assainissement, parmi lesquelles le nettoyage, la réhabilitation et la restauration du réseau d'égouts et des stations de pompage de la ville de Rosso, ainsi que la rénovation des réseaux d'évacuation des eaux pluviales dans les villes de Kaïdi, Aleg et Agjust. Et il a annoncé que les travaux au niveau du drainage des eaux pluviales dans les villes d'Attar et de Selibabi avancent avec un rythme soutenu. S'il y a une entité publique habilitée à gérer l'assainissement dans notre pays, c'est bien l'Office national de l'assainissement ONAS. Ses objectifs actuels et futurs les plus importants consistent à assurer un assainissement moderne et conforme aux exigences du développement durable. Ses compétences comprennent l'établissement et la gestion des réseaux d'assainissement avec toutes ses composantes, aspect terrain, exploitation des eaux pluviales, mise en place et gestion des stations d'épuration des eaux usées et eaux pluviales sur toute l'étendue du territoire national. Passant en revue l'ensemble des procédures et mesures de précaution prises pour faire face à toute urgence et les préparatifs entrepris en prévision de la saison de pluie au titre de l'hivernage 2024, le directeur général de l'ONAS, Ahmed Zaidanoul Mohamed Mahmoud, a déclaré que les machines, équipements et matériels logistiques servant d'appui au dispositif d'aspiration des eaux de l'ONAS sont constitués de 33 camions bennes, 9 citernes pour les eaux usées, 2 porte-citernes, 2 excavatrices hydrauliques et 74 pompes de grande capacité de haut débit, entre autres. Il a indiqué que ces moyens sont destinés à être utilisés dans les zones basses, généralement plus affectées que d'autres par les effets secondaires des précipitations, dont l'accumulation de flaques d'eau et de marécages. Il a rassuré les citoyens en affirmant que l'ONAS est bien préparé pour faire face à toute urgence, afin de limiter les risques et les effets secondaires potentiels de l'actuel hivernage selon les capacités techniques. En somme, les capacités et les équipements logistiques constituent, dans ce contexte, la seule solution pour faire face aux éventuels effets des pluies diluviennes, des inondations saisonnières et des catastrophes naturelles résultant des changements climatiques. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du président de la République, Mohamed Cheikh El-Ghazouani. Le Conseil a examiné et approuvé les 2 projets de loi suivants. Projet de loi portant code de l'hydrogène vert. Ce projet de loi a pour objectif de mettre en place un cadre légal et réglementaire incitatif et transparent à même d'attirer les investissements nécessaires au développement du secteur de l'hydrogène vert. Le code de l'hydrogène vert constitue une première étape pour réglementer les différentes activités industrielles en amont et en aval, brut et raffiné du processus de l'hydrogène vert, et pour renforcer la confiance des investisseurs internationaux qui manifestent un intérêt croissant pour le développement et l'exploitation des projets dans ce domaine. Projet de loi portant contenu local dans le secteur des industries extractives et de l'énergie. Le présent projet de loi sur le contenu local dans le secteur des industries extractives et de l'énergie est pris à l'appui des objectifs de la stratégie du contenu local dans le secteur extractif 2022-2030, la vision minière africaine et l'agenda 2063 de l'Union africaine, ainsi que des accords d'échange commerciaux avec les pays africains. Ce projet de loi s'appuie sur le rôle croissant des industries extractives et de l'énergie de l'hydrogène vert dans l'économie du pays, afin de poser les bases d'une économie moins dépendante des ressources naturelles, dont certains non renouvelables. Il met en place des mesures d'accompagnement à même d'assurer la prise en charge des impératifs de développement à travers de nombreux leviers basés principalement sur la promotion des petites et moyennes entreprises de fourniture de biens et de services de qualité et le développement d'un savoir-faire et d'une expertise au niveau local. Le Conseil a également examiné et adopté le projet de décret abrogeant et remplaçant le décret numéro 2020-132 du 21/10/2020 en déterminant les orientations et les priorités en matière d'accès universel aux services de communications électroniques. Le projet de décret vise à apporter quelques améliorations
fondamentale au décret numéro 2020-132 du 21 octobre 2020 fixant les orientations et les priorités de l'accès universel aux services de communications électroniques, ce qui entraînera un changement qualitatif dans la mise en œuvre des projets d'accès universel et des programmes. Le projet de décret permettra également d'actualiser certains des objectifs de la stratégie sectorielle d'accès universel et de renforcer la coopération entre le ministère en charge des communications électroniques et l'autorité de régulation dans la mise en œuvre des programmes pour un accès universel aux services de communications électroniques. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération des Mauritaniens à l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. À l'issue du Conseil, le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, porte-parole du gouvernement, Nani Ould Chourouka, et son collègue de la transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration, Mohamed Abdallahi Willouli, ont tenu une conférence de presse au cours de laquelle ils sont revenus sur les décisions approuvées par le gouvernement. Récit d'Aminata Khan. En marge du conseil hebdomadaire des ministres, le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, porte-parole officiel du gouvernement, Nani Ould Chourouka, a animé une conférence de presse au cours de laquelle il a répondu aux questions mais également commenté les résultats du Conseil des ministres. Concernant le projet de loi portant code de l'hydrogène vert, le ministre a mis l'accent sur l'exploitation du grand surplus d'énergie renouvelable qui contribuera à la fourniture des services d'électricité à des prix abordables, soulignant ainsi les retombées positives de l'énergie renouvelable sur l'économie nationale. En ce qui concerne le projet de loi relatif au contenu local dans les secteurs des industries extractives et de l'énergie, le ministre a expliqué que le projet de décret répond
au rôle croissant de ces deux secteurs afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs clés dans ce domaine tels que la promotion de la diversification de l'économie nationale et la création de la valeur ajoutée. En réponse à une interpellation sur la coupure de l'Internet, le ministre a indiqué qu'il est soumise aux procédures légales et réglementaires décrets pris en Conseil des ministres en 2013, car il ne s'agit pas de priver le citoyen d'un service public, mais d'une nécessité sécuritaire. En réponse à une autre question sur le manque d'eau dans la ville d'Agjouch, le ministre a affirmé que la Société nationale d'eau, SNDE, a pris les mesures nécessaires en attendant la résolution du déficit causé par les défaillances dans le réseau, précisant que les ressources nécessaires ont été allouées et les travaux ont déjà commencé. Lui succédant, le ministre de la Transformation numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'administration, Mohamed Abdallahi Woulouli, a indiqué que le projet de décret définissant les orientations et les priorités en matière d'accès universel aux services de communication téléphonique qui abroge et remplace le décret de 2020 propose des améliorations fondamentales par rapport au projet précédent afin de réaliser un bond qualitatif dans la mise en œuvre des programmes d'accès universel. Ajoutons qu'après approbation de cette mise en œuvre à jour par le Conseil, les nouveaux objectifs seront inclus dans la 5e stratégie sectorielle et feront l'objet d'une programmation de son plan de financement. Le ministre a rappelé que le projet de couverture des zones frontalières couvrant plus de 200 villages a été inauguré par le président de la République lors de la commémoration du dernier anniversaire de la fête de l'indépendance nationale à Kéidi, soulignant que les 4 composants du projet ont été achevés ce 26 juillet. L'Assemblée nationale a tenu ce mardi une séance plénière au cours de laquelle elle a adopté le projet de loi autorisant la ratification des 2 protocoles relatifs à l'aviation internationale. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Ali Ould Sid Mohamed, a défendu le projet de loi devant les députés. Les détails avec Mohamed Khattat. C'est une plénière de l'Assemblée nationale qui a approuvé au cours de la séance publique tenue aujourd'hui sous la présidence de M. Ahmed Doumbal, son deuxième vice-président, le projet de loi autorisant la ratification des 2 protocoles signés à Montréal le 6 octobre 2016, amendant la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile. Dans leurs interventions, les députés ont salué l'accord, soulignant son importance dans le renforcement du rôle de notre pays dans l'aviation civile, augmentant la possibilité de sa participation permanente dans les 2 organes, le Conseil de l'OACI et le Comité de navigation aérienne, dont les membres doivent être augmentés, et appelant le ministère à surveiller les prix des billets des avions. Les députés ont apprécié l'ouverture de la ligne Nouakchott-Médina et a appelé à l'ouverture de nouvelles lignes, s'interrogeant sur le rôle de l'Afroport dans la relance du mouvement de l'aéroport international de Moutounsi, sur les problèmes des routes nationales et exhortant le ministère à déployer davantage d'efforts pour réduire les accidents de la circulation. Prenant la parole à son tour, le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamed Ali Ould Sid Mohamed, a indiqué que cet accord vise à amender l'article 50, alinéa 1 de la Convention, étant donné que le protocole 1 contient le 5e amendement à l'article 50, alinéa 1, concernant la composition et l'élection du Conseil de l'OACI, en augmentant le nombre de membres du Conseil pour passer de 36 à 40. Il a ajouté que ce protocole a été adopté en raison de l'augmentation du nombre d'États membres de l'OACI et en réponse du désir de ces États d'augmenter le nombre de membres du Conseil en vue de parvenir à un meilleur équilibre grâce à une plus grande représentation des États membres. Monsieur le ministre a mis en exergue l'importance de l'accord dans le développement du système législatif national en matière d'aviation civile et sa conformité avec les lois et les normes internationales, précisant que la ratification de l'accord soutiendra le secteur du transport aérien et donnera une impulsion au rythme du travail sur le terrain afin d'élever le niveau de performance et améliorer la qualité du service dans le domaine de l'aviation civile. Il a souligné la détermination du secteur à ouvrir une nouvelle ligne entre Nouakchott et Sidi Babi, ajoutant que toutes les dispositions ont été prises en vue de l'ouvrir dans un proche avenir.
Le ministre a en outre indiqué qu'Afroport est appelé à redynamiser le trafic aéroportuaire et à améliorer le service en attirant plus de compagnies aériennes et diversifier le réseau de destination vers et à partir de l'aéroport de Moutounsi, ajoutant que la société a finalement réussi à augmenter le nombre de compagnies aériennes opérant à l'aéroport en attirant Sky Airlines. La 40e promotion d'officiers d'active a fait aujourd'hui ses adieux à l'Académie militaire interarmée d'Attar. Le ministre de la Défense nationale, Hanan Naoul Sidi, s'est déplacé pour l'occasion à Attar pour superviser la cérémonie de sortie de la promotion composée de 77 officiers d'active, dont 66 officiers de l'armée nationale, 6 officiers de la garde nationale et 5 officiers des pays du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Explication Moussa Ndiaye. C'est sous la supervision du ministre de la Défense nationale, M. Hanan Naoul Sidi, en compagnie du chef d'état-major général des forces armées, le général de division, Mokhtar Badla Sha'ban, du Wali de l'Adrar, M. Abdallahi Oul Mohamed Mahmoud, et plusieurs autres personnalités militaires et civiles que s'est tenue la cérémonie de la sortie de la 40e promotion d'officiers d'actifs de l'Académie militaire interarmes d'Attar, capitale régionale de la wilaya de l'Adrar. Cette promotion porte le nom Feu Général Uthman Ould Abed al-Ahmar Ould Azimin. Dans son discours, le chef d'état-major général des forces armées, le général de division Mokhtar Badla Sha'ban, a déclaré que le progrès qu'a connu le secteur de la défense nationale vise à renforcer les différentes unités des forces armées et de sécurité nationale à travers, dit-il, le renforcement de leurs capacités techniques et scientifiques pour faire face aux défis de la sécurité, tout en prenant en compte, précise-t-il, leurs responsabilités pour la lutte contre tout ce qui porte atteinte à la sécurité, à la stabilité du pays et pour la protection de l'ensemble du territoire national. De son côté, colonel Mohamed Lamine Sid Ahmed Abdelmoula, commandant de l'Académie militaire interarmes d'Attar, a dit que cette promotion est la première dans l'histoire de l'Académie à combiner les diplômes de licence et le grade des commandants de peloton. Il a saisi cette occasion pour mettre l'accent sur l'importance qu'accorde le chef suprême des forces armées à cette académie et les dispositions qui ont été prises pour la réussite de la mission de l'académie. Il a enfin remercié tous ceux qui ont contribué à la réussite des programmes et activités de l'Académie militaire interarmes d'Attar. Au nom de la famille del marhoum, général Uthman Ould Abed al-Ahmar Ould Azimin, le porte-parole de la famille, Bouna Ould Uthman, a pris la parole pour mettre l'accent sur l'importance de ce noble geste. Il a exprimé sa reconnaissance au commandant général des armées. La cérémonie de sortie de cette promotion a été marquée par la remise d'un diplôme de licence aux officiers sortants, en plus de la remise de certificats d'honneur aux lauréats du stage de formation et du stage d'application, ainsi que des prix pour les élèves officiers de première année et deuxième année et de premier dans le domaine de l'informatique. Retour à Nouakchott, où les rideaux sont tombés aujourd'hui sur les travaux de l'atelier d'évaluation du projet de renforcement des droits de l'homme. Le projet a contribué durant la phase écoulée à relever les capacités des organisations travaillant dans le domaine de la promotion des droits de l'homme. Aminata Khan nous en dit plus. Clôture des assises axées sur le renforcement des droits de l'homme et du dialogue sur les droits humains à l'enceinte du ministère de l'Économie et du Développement durable. Les résultats de ces exposés font état des spécificités de planification du projet en rapportant notamment à l'éducation, aux droits et au renforcement des compétences techniques en matière de défense des droits de l'homme, du suivi des débats publics et d'un résumé des travaux de l'atelier, ainsi que d'une restitution du plan d'opération.
Le secrétaire général au niveau du ministère de l'économie et du développement durable, Yaqouboul Ahmed Aïcha, a indiqué que notre pays accorde une attention à l'enracinement d'une justice transparente et que leur partenaire, c'est-à-dire l'ambassade d'Allemagne, est connu en matière de bonne gouvernance. Il a indiqué que ce projet a permis de redynamiser et de renforcer l'appareil judiciaire pour rassurer les citoyens et restaurer la confiance entre les usagers des services juridiques. Il a également souligné que les droits de l'homme et l'égalité entre les citoyens ont été un des sentiers importants du mandat dernier, car la mise en place de l'Observatoire national des droits des femmes et des filles, mais également d'autres mécanismes de lutte contre la torture ou encore de l'éradication de l'esclavage constituent des éléments tangibles sur la volonté de l'État de combattre et de faire la promotion des droits de l'homme. Lui succédant, l'ambassadrice d'Allemagne dans notre pays s'est exprimée. L'objectif du programme était de soutenir la mise en œuvre des engagements de la Mauritanie pour la pleine réalisation des droits humains et mise en œuvre des traités africains et internationaux ratifiés par les pays. Depuis, la Mauritanie a réalisé des progrès importants en matière de développement humain, de promotion des droits humains et d'égalité des sexes. Ce progrès témoigne d'une volonté politique réelle qui se manifeste à travers, entre autres, la création de l'Observatoire national des droits des femmes et des filles, dont la présidente est parmi nous aujourd'hui, la mise en place d'une instance nationale de lutte contre la traite des personnes, la stratégie nationale de promotion et de la protection des droits de l'homme. Ces avancées sont également appuyées par les efforts constants d'une société civile engagée, ainsi que par l'accompagnement des partenaires internationaux, techniques et financiers, dont la GIZ. Excellences, Mesdames et Messieurs, le programme de promotion des droits humains et de dialogue sur les droits humains en Mauritanie, PDDH, qui se clôture à la fin de ce mois-ci, a travaillé activement et étroitement avec plusieurs acteurs étatiques, les institutions et organisations des droits de l'homme et la société civile. Il témoigne ainsi également de la coopération étroite entre nos deux pays. Le PDDH a obtenu plusieurs résultats dans la promotion des droits humains en Mauritanie. Permettez-moi de citer parmi ces résultats notamment l'appui au ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille dans l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie de lutte contre les violences conjugales et la réforme du Code du statut personnel, l'appui au commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile dans la mise en œuvre du plan d'action national de lutte contre la traite des personnes, le soutien de la Commission nationale des droits de l'homme dans la mise en place d'un mécanisme de plainte sur les droits humains, le renforcement technique de deux grands réseaux de la société civile spécialisés en droits humains, notamment le FONAD, et le groupe thématique droits humains et démocratie. Il est à noter que ce projet a demandé beaucoup d'efforts chez nous et il a été mis en œuvre sur la base d'une approche multisectorielle réunissant des acteurs divers, secteurs étatiques et non étatiques. La salle de réunion de l'ambassade du Brésil à Nouakchott a abrité aujourd'hui le lancement de l'opération d'exportation des petits poissons pélagiques mauritaniens vers le Brésil. La première phase de cette opération débute par l'exportation de 30 000 tonnes de sardines avec une augmentation régulière des quantités à exporter dans les phases ultérieures. Le secrétaire général par intérim du ministère des Pêches et de l'économie maritime, Kamara Daraman Hamadi, se réjouit de cette étape qui contribuera à l'ouverture de nouveaux marchés pour les produits de la mer et à renforcer la coopération entre la Mauritanie et le Brésil. De son côté, l'ambassadeur du Brésil, Evaldo Freire, a passé en revue le volume de la coopération entre notre pays et le Brésil, soulignant que les besoins du marché brésilien en produits de mer sont à l'ordre de 270 millions.
Autre rencontre, celle consacrée au contrôle interne et la gestion des risques organisée par le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif en collaboration avec le projet d'appui institutionnel financé par l'Union européenne a été ouvert mardi matin à Nouakchott. Le programme de l'atelier renferme des exposés sur les bases de la gestion des risques et du contrôle interne, les stages, les étapes des systèmes de contrôle interne et la cartographie des risques. Récit Moussandiaï. Organisé par le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, en collaboration avec le projet d'appui institutionnel, cet atelier est financé par l'Union européenne. Au programme de cette rencontre de Nouakchott, le contrôle interne et la gestion des risques. Pendant 2 jours, les différents participants auront à découvrir les étapes du système de contrôle interne et la cartographie des risques. Dans son discours d'ouverture des travaux de cet atelier, M. Mohamed Mahmoud Ouel Essiad, chargé des missions au ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, secrétaire général par intérim, a mis l'accent sur l'importance de cet atelier qui, dit-il, vise à améliorer le système éducatif en renforçant plusieurs aspects liés à l'administration du secteur, en évaluant des activités sur le terrain, pour identifier des mécanismes nécessaires pour faire face aux risques et obstacles que rencontrent les différents acteurs du secteur de l'éducation nationale. L'Union européenne, et dans le cadre de son partenariat avec la Mauritanie, ne ménage aucun effort pour réaliser plusieurs projets au profit du secteur de l'éducation nationale. En Mauritanie, une expérimentation pour le développement des systèmes de contrôle interne dans les structures publiques, dont le ministère de l'Éducation, a été lancée en 2022 par l'Inspection générale de l'État et appuyée par le projet à l'époque PAGEFIP, le projet d'appui à la gouvernance financière administrative en Mauritanie. Actuellement, le PAC-FAM est également financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Expertise France. Conçu dans un esprit de continuité, l'appui du projet PER à l'implémentation des systèmes de contrôle interne et de management des risques au ministère permettra de poursuivre et de consolider les travaux entrepris dans ce cadre. Au programme de cet atelier, plusieurs exposés sur la définition du management, les caractéristiques d'un bon objectif et plusieurs autres thèmes sont au programme de cette rencontre. Il est organisé à Nouakchott du 23 au 25 juillet 2024. L'actualité est marquée par ailleurs aujourd'hui à Nouakchott par l'organisation d'une journée porte ouverte sur la question de la migration clandestine en Mauritanie. Organisée par le programme national de volontariat Watanouna, des experts et des jeunes ont été conviés à cette journée par le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des relations avec le Parlement afin d'échanger autour de cette problématique. Mohamed Khattat. C'est une journée portes ouvertes sur la question de la migration clandestine en Mauritanie qui comprend 4 ateliers sur la migration illégale en Afrique, les refuges et la prise en charge des migrants, les risques et les défis de la migration des jeunes, ainsi que le rôle des jeunes dans la recherche de solutions. Supervisant son lancement, le secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement par intérim, M. Yahya Ahmedou, chargé de mission au ministère, a déclaré que la migration clandestine est devenue un véritable enjeu pour notre pays sur le plan du développement social et économique. Soulignant la disponibilité du ministère à traiter positivement les propositions du programme et son intérêt pour les débats et les idées qui enrichiront les ateliers de ce symposium. Il a ajouté que l'arrêt de la migration des jeunes dans des conditions précaires relève de la responsabilité de tous les jeunes, administrateurs et intellectuels, médias et leaders d'opinion sociaux, appelant tout le monde à œuvrer pour protéger le pays, à mettre fin à ce phénomène dangereux pour les générations futures. De son côté, M. Abdelrahman Da, coordinateur général du programme national de volontariat Watanouna, a souligné que, soucieux de l'importance d'impliquer les jeunes dans l'élaboration des approches et trouver des solutions pour les grands problèmes du pays, conformément à la vision du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, pour les 5 années à venir, dont le slogan est « Avec et pour les jeunes », le programme national de volontariat Watanouna a tenu à organiser cette activité qui réunit un groupe d'experts et de jeunes pour débattre de cette question de la migration clandestine dans un climat de franchise, de sérieux et de responsabilité.
Il faut noter que 100 leaders jeunes et animateurs de différentes associations, fédérations et autres organisations de la société civile participent aux ateliers de ce symposium, au cours duquel des exposés et des conférences ont été présentés sur la question de la migration illégale en Afrique, particulièrement en Mauritanie, ses causes, contextes et aspects juridiques et réglementaires. Il s'agit de fournir une analyse de la migration irrégulière en Mauritanie et proposer des recommandations pour une gestion plus humaine et plus efficace. Et nous refermons ce journal par la pluie qui a arrosé la veille plusieurs localités du pays, suivant les quantités relevées. C'est déjà la fin de cette édition. Avant de se quitter, les rappels des principaux titres. Le président de la République reçoit les lettres de créance du nouvel ambassadeur de l'État du Qatar. Le président de la République réceptionne un lot de camions-citernes au profit de la Société nationale d'assainissement. Le Conseil des ministres adopte un projet de loi portant code de l'hydrogène vert. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. Merci pour votre fidélité. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée et à bientôt.